Et bien le bonjour à tous, bien le bonjour à toutes. Si vous êtes ici, c'est que, évidemment, vous avez vu la miniature sur Cannibal Holocaust. Et donc, ce sera la dernière vidéo de la saison. Alors, bien sûr, durant l'été, vous allez avoir d'autres vidéos, mais vous n'aurez plus de vidéos de films jusqu'en septembre. Voilà, c'était juste pour, je le rappellerai en fin de vidéo, mais c'était juste pour vous rappeler ceci. Donc, vu que vous êtes ici, amateur de viande putride, je suppose que vous avez envie de voir encore du gore, du gore et du gore. Alors cette fois-ci, vous allez avoir réellement pour votre argent, mais par contre, ce ne sera pas de la viande avariée, mais ça va être de la viande fraîche. Trop fraîche peut-être. On part dans la jungle amazonienne avec un réalisateur italien complètement déjanté, direction Cannibal Holocaust, juste après ce générique-là. Allez, c'est parti. Alors, comme vous le savez, je suis un très grand amateur de films de genre, et ce depuis tout petit. Après, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de potes qui possédaient des films que je n'aurais jamais pu voir louer au vidéoclub, parce que tout simplement, ils étaient interdits aux moins de 18 ans ou vraiment introuvables. C'est le cas pour le film d'aujourd'hui, Cannibal Holocaust, que nous avons pu voir entre amis lors d'une, on va dire, une pseudo soirée pyjama. Mais on va replacer tout ça dans le contexte. C'est parti. Nous sommes dans les années 80, en 1988 plus exactement. Alors pour le mois, j'en ai aucun souvenir, mais c'était au printemps à peu près. Alors j'ai à peine 9-10 ans et on organise avec mes camarades d'école une pseudo, comme je dirais, soirée pyjama. Nous sommes au nombre de 4 et chacun doit ramener un film que l'on va mater durant toute la soirée, voire une partie de la nuit. Alors pour ma part, j'avais pris Hurlement, qui allait rejoindre les 3 autres métrages que les collègues avaient portés, à savoir Intruder, Les Goonies et finalement Cannibal Holocaust. Alors on savait pas vraiment par quoi commencer, on s'est dit bon, on va attaquer fort, on va attaquer par Cannibal Holocaust et on terminera par Les Goonies. Histoire voilà de monter d'un coup, de stagner et de redescendre tranquillement pour aller passer une nuit sympa. Alors, je vous donne en mille qui c'est qui a eu la riche idée de commander des pizzas et de manger devant Cannibal Holocaust. Voilà, c'était Bibi, le con service. Bon, c'est pas grave, toutes les pizzas seront mangées, vous en faites pas. Par contre, au niveau digestion, vous allez voir ce qui va se passer pour la suite.
Cannibal Holocaust est un film d'horreur italien de 1980 que je classerai vraiment dans le trash, gore, limite snuff movie. Il est réalisé par Ruggero Deodato, à qui l'on doit entre autres les Barbarians avec les fameux jumeaux bodybuildés Peter et David Paul. Ce réalisateur aussi nous fera un petit body count. Il réalisera également Amazonia, La Jungle Blanche, Les Prédateurs du Futur et pas mal d'autres que je découvre encore maintenant. Alors, on s'accroche. Il y a des scènes que je serai obligé de flouter parce que ça va être direct strike et honnêtement, il y a certaines scènes, je préfère pas que les gens le voient parce que forcément, il y aura des enfants à travers, même si on sait tous qu'on a tous 18 ans minimum, voilà. Mais voilà, il y a certaines scènes que je ne peux pas me permettre de laisser en visu. Alors vous les aurez floutées, un peu comme dans Toxic Avenger où effectivement les jeunes adolescents m'ont gentiment dit ouais toi pourquoi tu les as floutés, c'est pas sympa, parce que c'est tout. C'est pas le bon endroit pour. Allez, je vous raconte Cannibal Holocaust, c'est parti. Le film du jour commence avec un journaliste qui nous parle lors d'un reportage qu'il y a une équipe de vidéastes américains qui ont disparu alors qu'ils tournaient un documentaire sur les tribus anthropophages au cœur de la forêt amazonienne. Ce fameux groupe se compose de Alan, le réalisateur, qui est également le leader, de Faye Daniels, sa compagne et également la script, et il y a également Jack Anders et Mark Tomaso, deux amis et cadreurs de profession. Le journaliste nous montre une vidéo, ces 4 comparses ont pris à l'arrivée de l'avion qui va les amener vers l'enfer vert. À partir de ce moment-là, l'équipe va disparaître. Quelque temps plus tard, le professeur et anthropologue de l'université de New York, Harold Monroe, prend sur lui de partir à la recherche des disparus. Mais bon, si au fond de lui, il ne fait aucun doute qu'ils sont tous morts. Après, techniquement, on peut s'acclimater à certaines tribus. Mais vous allez voir ce qui va se passer. En se comportant comme ça, bien évidemment, il n'y avait aucune chance qu'ils reviennent en vie. Le professeur rejoint un lieutenant de l'armée qu'il va mettre en relation avec 2 guides, Chaco et Miguel. Le trio part en expédition avec un Indien, Yakumo, que le lieutenant a fait prisonnier pour qu'il serve d'interprète avec les tribus autochtones de la région. Alors, faut se dire une chose, c'est que Chaco, c'est un guide qui est très bourrin. Il est très imbu de sa personne également, et il traite avec mépris tous les indigènes de la forêt. Alors que Miguel, l'autre guide, qui bosse avec lui, voit encore du bon dans chaque personne et va tenter d'aider un maximum d'autochtones en faisant le lien entre les habitants de la jungle et les envahisseurs, on va dire. Durant leur périple à travers la jungle, ils vont tomber, au sens littéral du terme, sur un squelette en pleine décomposition. Ce qui va quand même mettre l'estomac du professeur Monroe à rude épreuve. Allez, premier vomito de la partie. Bon, ça fera de l'engrais, c'est pas le problème. Bon, faut dire aussi que cet abruti de Chaco gratouille un peu les yeux du squelette avec sa machette. C'est quoi son problème à ce mec? Il peut pas le laisser tranquille, le cadavre. Donc il est temps pour notre mission de sauvetage de se poser un petit peu. Parce que bon, entre l'humidité et la fatigue, les ampoules, et le professeur, il est un peu claqué. Miguel trouve une petite bestiole pour manger et reprendre un peu des forces. Il va tuer sous les yeux des 3 autres. Et sous les nôtres, en l'occurrence. Une fois qu'ils vont avoir repris leur route, Monroe, Miguel et Chaco vont assister à un viol sur les abords de la rivière. Alors, voilà de quoi je parlais. Je vais vous montrer une partie de la vidéo, mais je ne vous montrerai pas tout. Vous vous doutez bien que si je vous montre cette scène-là totalement, la vidéo sera automatiquement strikée. Et j'ai pas envie, j'ai justement envie de vous parler de cette vidéo et des souvenirs qui en résultent. Donc, on y va. Je vous montre quelques scènes. C'est parti. Accrochez-vous. Donc, comme je vous disais, je floute un maximum l'action, mais je pense que la vidéo parle d'elle-même. Après avoir enfoncé un énorme morceau de bois dans l'entrejambe pour punir sa femme adultère, l'homme va lui fracasser le crâne et la fera mourir sous ses coups. Après, il prendra le cadavre qu'il va glisser dans la barque et il va la laisser dériver jusqu'à la descente de la rivière. Monroe, voulant porter secours à la pauvre jeune femme, va se faire stopper net par Chaco. Il va lui expliquer en fait que c'est un rituel ancestral et que personne ne doit intervenir. La femme est soi-disant adultère et elle doit être punie. Alors, petite analyse de début de film. Ça fait 23 minutes que le film est commencé. On a assisté à un viol, un meurtre. Alors, les scènes sont plus qu'explicites. On a assisté à une mise à mort d'une bestiole sous nos yeux vraiment crade. Nous,
à cette époque-là, on ne sait pas du tout où c'est qu'on va aller. Le seul truc, c'est qu'on a déjà repoussé les pizzas parce que ça commence à monter et à descendre. On continue. Plus tard dans la journée, sur un espace dégagé, le trio décide de mettre le fameux Yakumo qu'ils avaient pour faire le lien à la vue de tous pour que ses congénères viennent et puissent enfin avoir les réponses sur les disparus. Miguel, lui, va se mettre nu pour être au même niveau que les Yakumo, et quand ils vont arriver, Miguel restera de marbre devant les fléchettes qui lui sont tirées à ses pieds. Bon alors moi, perso, j'y vais pas. Ouais, je vais pas me mettre à poil comme ça, histoire devant tout le monde. Et puis, les fléchettes, le contexte, et tout. Je chope une diarrhée fulgurante, et non, franchement, hein, là, Miguel, niveau sang-froid, il est au top. Les chasseurs Yakumo finissent par amener le trio à leur camp. C'est déjà pas mal. Où, justement, le chef du village les accueille avec une petite hostilité. Bon, Miguel offrira un couteau en signe de paix. Ça va détendre un petit peu le chef. Ce dernier va leur offrir le repas, et le lendemain, il va leur montrer une route à suivre pour s'enfoncer un peu plus loin dans la jungle. Monroe, le professeur donc, et les deux autres vont tomber sur une autre tribu qui est en train d'enfumer la base d'un arbre pour faire tomber un cadavre qu'ils vont embarquer pour le dépecer un peu plus loin. Le trio va discrètement se rendre compte qu'en fait, c'est pas un cadavre, c'est le peuple des arbres qui vivent dans les arbres que cette tribu est en train de chasser. Donc, ils vont suivre les personnes qui ont été attrapées, et ils vont en voir de leurs yeux l'horrible vérité et la violence à laquelle la tribu se livre. Ils vont faire fuir plus ou moins les agresseurs et sauver la vie de justesse des victimes qui se trouvaient là. Ce sont les Yanomanos qui auront, grâce à leur intervention, la vie sauve des Shimataris, autre peuplade guerrière et cannibale. Les trois sauveurs sont invités en remerciement au village des Yanomanos, mais l'hostilité est encore une fois de mise. Mais histoire de se lier avec ce peuple-là, Monroe va prendre un bain dans la rivière totalement nu, mais son bain justement va être assez vite écourté, parce que les femmes du village vont arriver elles aussi également nues. Ouais, l'ambiance est sympa quand même. Donc les femmes se baignent avec lui, elles vont commencer à le toucher un peu partout, mais elles vont repartir aussitôt, après avoir constaté que finalement c'était un homme comme ceux de sa tribu, sauf que la couleur était légèrement beaucoup plus pâle. Monroe, Miguel et Chaco vont suivre les jeunes femmes jusqu'à finalement les retrouver en dévotion devant un hôtel mortuaire. Ils vont de suite reconnaître. Alors en fait, ce sont les cadavres des disparus qui se trouvent face à eux. Alors il y a des morceaux d'un peu tout le monde. De retour au village, Monroe va péter un câble et tirer quelques balles de pistolet. Il va faire écouter son magnétophone à tous les membres de la tribu. C'est un enregistrement du chef de la tribu qu'il a fait lors du précédent rituel, ce qui met les autochtones sous le charme et aussi qui leur fait peur, parce que leurs âmes pourraient être emprisonnées dans la machine qui fait du son. Ils invitent Monroe, Miguel et Chaco à partager un dernier repas. Ce sera des entrailles humaines crues. Alors nous, à ce stade-là, on a l'estomac à l'envers. On n'est pas certain de vouloir continuer le film. Bon, je pousse au cul, tant bien que mal mes collègues. On continue. Voilà. On est tout comme Monroe. On subit. Mais lui, il n'a pas vraiment le choix que de manger. Quelques jours plus tard, retour aux États-Unis. Le professeur Monroe explique en direct à la télé qu'à la suite de cela, les Yanomanos lui ont donné les affaires des morts blancs car ils savaient que le mauvais sort était sur eux et que c'était le seul moyen d'exorciser ce mauvais sort. Monroe est rentré avec toutes les bandes vidéo que les disparus avaient fait avant de mourir. Il va décider, avec l'approbation des dirigeants de la Pan America Broadcast Company, oh putain cet accent, Il va décider, avec l'approbation des dirigeants de la Pan America Broadcast Company, de visionner les bandes. Avoir fait plus de 6000 km, d'avoir traversé la jungle, de ramener les bandes et de ne pas les regarder, je pense que ça aurait été un tout petit peu frustrant. On y voit dans un premier temps de multiples exécutions d'une violence inouïe qui secoue Monroe, mais qui donne des idées d'exploitation à la chargée des relations de la société de production. Il y en a quand même qui vendraient leur mère pour faire du fric. Mais ce n'est que la première bande que Monroe a vue, et avec un projectionniste, il commence à regarder la suivante. Cela dépeint les membres de l'équipe, leur voyage et surtout leur dernière journée avant qu'ils ne s'enfoncent dans l'enfer vert. Puis, c'est enfin le périple qui commence, à travers la forêt qui précède la jungle. Alors, le temps d'une pause pour dresser un bivouac pour la nuit, Felipe, le guide, va tuer une tortue pour que tout le monde puisse se nourrir. Pendant que Faye est interviewée par Mark. Nous marchons depuis 6 jours
dans cet enfer merveilleux. Le pauvre animal n'a aucune chance de s'en sortir, et l'atrocité de la mise à mort dégoûte la jeune femme, pose un vomito. Alors honnêtement, à ce moment-là, je me rendais pas compte de la violence de la séquence. Après avoir revu le film pour vous faire cette vidéo, je vous assure que j'avais complètement l'estomac à l'envers. Bon, malgré tout, le groupe va quand même manger. Une fois que la viande est cuite, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Ils vont reprendre des forces, et les jours suivants vont les rapprocher de plus en plus du village Yakumo, la peuplade qui doivent justement être le sujet principal de leur reportage. Felipe va être mordu par un serpent extrêmement venimeux. Il va le tuer aussitôt, mais le poison va se diffuser très rapidement. Alan et ses amis n'ont d'autre solution que l'amputation de la jambe à la machette. L'opération est violente, brutale, et surtout, les hurlements de Felipe ne sont pas vraiment là pour nous rassurer pour la suite qu'il va donner à sa vie. Eh oui, faut s'y attendre, à cause de l'hémorragie, le jeune guide va mourir presque instantanément. Une fois le corps enterré, l'équipe va reprendre sa route et va tomber sur un groupe Yakumo. Marc va filmer la mise à mort d'un petit singe qui va servir à nourrir le groupe. Putain, franchement, il y a de la mort partout. Jack en profite pour en blesser un, qui va les conduire jusque dans leur village. La bande se termine et Monroe exprime clairement que cette façon de faire est lamentable et qu'il est logique que les Yakumo puissent avoir de l'hostilité face à l'homme blanc. Et oui, on veut toujours être plus fort, plus intelligent, plus puissant. Est-ce que l'homme blanc est plus puissant que ces personnes-là? Vous avez 2 heures. Question de philo. Je vous surveille. Allez-y. Non, je déconne. La projection reprend et c'est l'arrivée au village que l'on découvre. Ils terrorisent les hommes, les femmes, par leur présence et leur technologie. Alan est armé d'un fusil. Il va abattre un cochon pour montrer leur supériorité. Ils vont, en tirant en l'air, provoquer la peur chez les Yakumo et également dans tout le village. Ces derniers se réfugient en grande majorité dans la plus grande hutte. Jack et Alan vont avoir une riche idée. Mettre le feu à la hutte pour avoir des images à sensation à montrer, se moquant du mal qui pourrait occasionner. Le professeur Monroe s'indigne du manque de respect et d'éthique dont ont fait preuve ces soi-disant professionnels. Mais l'attaché à la communication lui explique que c'est pour le public, parce que ce dernier souhaite voir du sensationnel et rien de plus. Bon, elle a pas tort, parce que vu toutes les merdes qu'on peut tous regarder à la télé pour se dire il faut aller toujours plus loin, plus loin, plus loin, et voilà. On est toujours dans les années 80, voire fin 70. Donc déjà, on avait une certaine avidité à vouloir toujours plus, et plus crade, plus gore. On n'a rien changé en 40, voire 50 ans. Le lendemain, une nouvelle bobine est visionnée. C'est à une nouvelle abomination que le professeur va assister. Pour de multiples raisons, je ne vais pas vous montrer la scène car elle est vraiment trop crue. Je vais vous montrer quelques brides. Je vais tout simplement vous expliquer ce qu'il y a dans cette scène. On va extirper un bébé mort-né dans le ventre d'une femme qui va être tuée car elle ne pouvait pas donner la vie. Et pour le jeune enfant que j'étais moi, j'ai pas pu contenir les pizzas dans mon estomac. J'ai foncé aux chiottes, j'ai déposé les quelques parts que j'avais mangées. Et honnêtement, pour l'homme que je suis devenu, cette scène est toujours aussi violente. Et honnêtement, je vous le confesse, j'étais vraiment à 2 doigts de reposer une galette. Alerte. Alerte. Donc avec cette nouvelle bobine, Monroe refuse que le documentaire soit publiquement diffusé. Mais la société de production ne voit pas du tout le même intérêt et elle voit pas vraiment le problème. Le professeur répondra simplement qu'ils devraient visionner la dernière bobine et qu'ils vont comprendre que c'est immoral. Ils vont découvrir que Jack et Alan vont violer une jeune fille du clan Yanomanos sous les yeux de Faye et de Mark qui filment leur crime. Les dirigeants de la Pan America Broadcast Company sont outrés, mais ils souhaitent terminer la dernière bobine. Et là, ils vont découvrir que le Quatuor, quelques jours plus tard, vont découvrir aussi le corps de la pauvre jeune fille qu'ils ont violée. Elle est empalée sur un piquet en bois. Ils vont filmer le cadavre et se mettre en scène pour passer pour des personnes choquées par le comportement primitif des Yanomanos. Le Quatuor de pseudo-vidéastes, et je pèse mes mots quand je dis pseudo-vidéastes, va poursuivre sa route. Mais les Yanomanos ne veulent pas que ce viol reste impuni. Ils vont se mettre en chasse de nos 4 reporters. Ah, justice, quand tu nous tiens. J'espère qu'ils vont souffrir, ces enfoirés.
C'est Jack qui sera la première victime. Il va être transpercé par une lance. Et Alan, dans un élan de compassion, va l'achever avant qu'il ne finisse entre les mains des Yanomanos. Mike sera le suivant à tomber, d'une façon assez radicale. Puis ça va être au tour de Faye. Cette dernière va subir le même sort que Alan et Jack. Ils avaient fait subir à la pauvre jeune fille quelques jours plus tôt. Un viol collectif, puis un passage à tabac encore plus violent. Et finalement, elle sera décapitée. Sa tête sera érigée en trophée. La dernière image que la caméra d'Alan filmera sera celle de son visage ensanglanté, au sol, à l'agonie de ses bourreaux. Alors la bobine évidemment va se terminer, et les personnes qui ont assisté à la projection sont complètement choquées. Ils quittent la salle dégoûtés, et le professeur Monroe, en rejoignant la rue pour prendre un peu l'air, va poser une question. Est-ce qu'on doit montrer l'enfer pour que les gens se croient heureux? Le film se termine, et honnêtement, pour une fois, j'en suis heureux. Mon estomac me dit pas du tout merci, mais alors pas du tout. Et mes collègues, à qui finalement j'ai forcé la main pour finir le film, m'en veulent énormément. On a tous l'estomac à l'envers, on n'est pas bien, l'ambiance est assez pesante. Je me rappelle qu'on s'est tous regardés en se demandant ce qu'on avait réellement regardé. Et il me faudra que j'attende environ 20 ans pour revoir une fois de plus Cannibal Holocaust. Dans l'industrie du cinéma de genre, il y a très peu de films qui ont défrayé la chronique, en devenant aussi bien culte que malaisant et controversé. Ruggero Deodato, avec son Cannibal Holocaust, l'apprendra malgré lui. Dans un premier temps, à la sortie du film dans les salles, Deodato fut arrêté et amené devant les tribunaux pour les meurtres de son équipe. La façon de filmer était telle que les autorités pensaient que tout était vrai. Il fallut que le réalisateur fasse venir tous les acteurs à la barre pour prouver que ce n'était qu'un film. Deodato dut aussi expliquer comment il a créé la scène où la jeune femme est empalée. C'était tellement réaliste que personne n'a compris. Toutes les charges seront abandonnées, mais par contre, le réalisateur sera quand même condamné pour cruauté et assassinat d'animaux. Car oui, tous les animaux du film sont de vrais animaux. Alors oui, la tortue, le rongeur et le singe sont de vrais animaux qui ont vraiment été tués au cours du film. Cannibal Holocaust est censuré dans de nombreux pays, comme l'Allemagne, la France, l'Irlande, l'Australie, la Norvège. En France, il sera censuré et interdit au moins de 16 ans. Alors, je reviens sur la scène où la jeune fille est empalée pour vous expliquer comment elle a été créée. Alors, l'actrice était assise sur une selle de vélo, perchée sur un morceau de bois évidemment. Elle était assise de façon à ce qu'on ne voyait pas la selle, tandis que le morceau de bois qui lui sortait de la bouche était fixé sur un protège-dents. Et honnêtement, quand on voit le résultat, c'est bluffant. Concernant le casting, le professeur Monroe est joué par Robert Kerman, que l'on a pu voir dans Airport 80 Concorde, dans Night of the Crips et dans Un tueur dans la ville. Il fait aussi une brève apparition dans le Spider-Man de Sam Raimi. Pour le rôle de Faye Daniels, c'est Francesca Chiarelli qui est choisie. Elle apparaîtra aussi dans Tunnel et Adieu Moscou. Après, je vais pas vous le cacher, j'ai pas reconnu grand monde dans le film. Donc pour le casting, on va s'arrêter là. Alors, une nouvelle fois, la vidéo se termine. Je sais, ça a été rapide, mais cette fois-ci, c'est comme ça. Il faut que je me remette et que je remette mon estomac en place. Alors, je vous propose de me rejoindre sur les réseaux sociaux durant cet été, donc que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram ou sur X. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord, vous cherchez la taverne de Sirophant et vous allez me trouver, il n'y a aucun souci. Moi, je vous donne rendez-vous début septembre pour de nouvelles vidéos, avec un nouveau générique. J'ai bien pris en compte tout ce que vous m'avez dit, que le générique était trop long, donc je vais le changer, ne vous en faites pas. Durant cet été, vous allez avoir droit à d'autres styles de vidéos. On va parler de séries, on va parler de musique, on va parler de personnages de cinéma. Je vous donne rendez-vous donc d'ici quelques semaines pour reprendre la nouvelle saison des souvenirs de Sirophant. Les souvenirs de Sirophant, c'est mieux l'été. Ça démarre d'ici 15 jours. Alors, à très bientôt. Et n'oubliez pas, bien sûr, les souvenirs, ils sont dans la tête et dans le cœur. Ils ne demandent qu'à remonter et à prendre le soleil, bien évidemment. Allez, à très bientôt.
The law of the jungle. Eat or be eaten. These film cans tell what happened to the Americans who journeyed into the Amazon to shoot a documentary. New York City is only a day away from the green inferno of the Amazon jungle. 4 Americans plunge into the savagery of the Amazon jungle to film a documentary. They never come back. Are they still alive? If so, where are they? Cruel. Brutal. Savage. Shocking. Authentic. Actually filmed in the Amazon jungle.